Il est 13h30. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue dans le premier webinaire organisé par l'association Addictio consacré aux addictions et les collectivités locales. Un sujet extrêmement vaste. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui le président de l'association Addictio parmi nous, Christian Trémoyer, à qui je laisserai la parole pour mieux présenter à la fois l'association et l'ouverture de l'association vers les collectivités locales. Et nous avons également le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir deux témoins issus des collectivités locales directement. Donc Pierre Ferrari de la collectivité d'Arras, dans le Pas-de-Calais, bien connu. Pierre Ferrari est directeur de la stratégie et de la transformation numérique et qui nous parlera d'une addiction que nous connaissons tous plus ou moins, je crois, c'est l'addiction aux écrans. Et la période nous propulse dans l'usage de ces écrans depuis bien longtemps, bien trop longtemps, on va dire, même si aujourd'hui nous voyons des fenêtres d'espoir assez largement ouvertes. Donc, très intéressante approche de la ville d'Arras en la matière, de ses élus et de ses agents et de ses directeurs. Ensuite, nous passerons du Pas-de-Calais au Finistère avec Pierrick Le Guérinec, que je salue à nouveau. Pierrick qui a de nombreuses compétences et de nombreuses fonctions qui, en même temps d'être maire adjoint dans la ville de Quimperlé, exerce des fonctions de président de commission à la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, connaît très bien les questions de protection sociale, de ressources humaines, puisqu'il est le maire adjoint en charge de ces questions-là dans la ville de Quimperlé. Et puis, nous avons une et même deux personnes de Sofaxis Groupe Reliance, qui est le leader français du courtage auprès des collectivités locales en matière d'assurance de personnes. Donc, Philippe Charton, directeur de développement au Groupe Reliance, et Régis Douot, qui a pu se libérer pour faire partie de notre panel. Et Régis est directeur du management des risques au sein de Sofaxis Groupe Reliance. Voilà. Donc, alors, les règles du jeu, elles sont connues. Alors, nous sommes ensemble de 13h30 à 15h. Une partie importante est consacrée à l'expression des intervenants. Donc, dans l'ordre, Christian Trémoyer, Pierre Ferrari, Pierrick Le Guérinec, Philippe Charton et Régis Douot. Et puis ensuite, nous traiterons les questions qui sont les vôtres, qui seront les vôtres dans le chat. Désolé pour le terme en angliciste. Donc, de vous poser vos questions dans la partie conversée. Et puis, je me ferai en tant qu'animateur le plaisir de les traiter, de les poser aux intervenants et au président de Addictio. Voilà. Donc, j'ai oublié de le faire. Je me prenne Franck Drouin, cabinet Diagonal Conseil. Nous avons été choisis par Addictio pour aider dans l'animation et l'organisation de ces séminaires. Nous sommes en contact avec les collectivités locales depuis un certain temps, d'ailleurs, avec mon associé Dorothée Debos, que je salue, et qui est aux commandes derrière en attendance. Voilà. Donc, merci. Alors, nous arrêterons à 15h précisément pour information, pour que chacun puisse vaquer à ses occupations dans ces périodes de reprise, j'allais dire, plein pot de l'activité. Alors, Christian Trémoyer, je vous donne quelques minutes. Alors, je sais que vous êtes passionné par vos sujets, donc quelques minutes pour parler d'addiction. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je suis d'abord ravi d'organiser ce webinaire avec Diagonal et par l'intermédiaire de son président, M. Franck Drouin, et par laquelle nous travaillons déjà depuis un certain temps sur l'évolution de la structure. Je voudrais remercier aussi les intervenants qui ont bien pu participer à ce webinaire. Moi, donc, je suis Christian Trémoyer, je suis président d'Addictio depuis un certain temps. Et l'objectif de la structure qui à l'origine s'occupait des problèmes que d'alcool à l'origine, aujourd'hui c'est ouvert sur toutes les addictions. Donc c'est une association à laquelle qui a, comment dirais-je, beaucoup d'expérience dans le domaine, puisqu'elle a plus de 60 ans, dans le domaine des entreprises et tout ça. Je crois, en tous les cas au niveau des entreprises publiques, on est la plus grosse structure en termes de moyens qui, à l'origine, était mis à disposition par la Poste et Orange. Et on continue aujourd'hui. J'en parlerai un peu plus tard. La structure, aujourd'hui, j'ai décidé de la faire évoluer vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que les problèmes d'addiction,
on l'aborde tous les jours dans le cadre de deux grosses entreprises, mais aussi avec des demandes de l'extérieur. Et pour moi, j'ai travaillé avec certaines municipalités déjà, et j'avais demandé auprès de M. Drouin de réfléchir un petit peu comment on pouvait vous toucher. Et donc l'idée était de faire ce webinaire, on en fera d'ailleurs plusieurs, mais en tous les cas, par l'expérience d'Addictio, on est capable d'accompagner des structures aujourd'hui, à la fois à l'aide d'accompagnement de marqué dans la prévention, mais sur l'ensemble des problèmes d'addiction. On a un réseau aujourd'hui qui est créé depuis 1962, que vous voyez sur la diapo. Il y a 25 permanents environ sur toute la France et, comme expliqué, partenaires historiques de la Poste et d'Orange. Et donc aujourd'hui, on est capable à la fois faire beaucoup de prévention, de sensibilisation, d'aider, d'accompagner, et puis surtout aussi de former et responsabiliser. D'une association qui était de l'aide aux malades aujourd'hui, on est en capacité d'aider aujourd'hui dans les entreprises. Qu'est-ce qui est demandé au niveau des entreprises? C'est des interventions à la fois sur la prévention, la sensibilisation. C'est une obligation pour tous les chefs d'entreprise, les municipalités, quelles qu'elles soient, depuis 1994. Depuis que ça a été pris en compte aujourd'hui, les entreprises ont fait beaucoup d'évolutions et il y a beaucoup de choses de fait, il y a beaucoup de partenaires qui travaillent. Je crois que pour Addicio, c'est surtout l'expérience et le vécu de l'association sur ces interventions d'entreprise. C'est-à-dire, on est capable aujourd'hui, je vais prendre un exemple très vite, souvent confronté à une personne malade dans un service, dans une entité, dans une grosse structure, où il peut y avoir un événement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une panique générale par rapport à cette personne, par exemple. Et donc, aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner cette personne quand on va être sollicité, de l'accompagner avant les soins, pendant les soins, après les soins. Parce qu'entre un salarié qui quitte l'entreprise, ça peut, vous savez comme moi, ça peut être très long, ça peut être 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mais on va s'occuper de cette personne, elle va être arrêtée, mais il y a de la prévention, de la sensibilisation à faire vis-à-vis du personnel. Il y a de la sensibilisation aussi avec les acteurs médico-sociaux de l'entreprise, les organisations syndicales, mais ça va être surtout de préparer le retour de la personne malade au travail. Et Dieu sait, pour des gens qui vont revenir au travail, s'ils ont changé, parce que la personne qui part en soins n'est plus la même lorsqu'elle revient. Et donc, pour Addicio, l'essentiel, c'est d'accompagner à la fois le responsable, le directeur RH et les équipes derrière. Parce qu'il faut savoir qu'une personne en entreprise, quand il y a un individu, quel qu'il soit ou qu'elle soit, provoque entre 35 et 50 personnes. C'est-à-dire qu'elle va provoquer à la fois des incidents et tout ça. Ça veut dire que si on ne fait rien, il y a des dégâts collatéraux. Et en milieu extérieur, c'est près de centaines de personnes. Ça veut dire qu'une personne dans un service peut déclencher des actions ou provoquer des problèmes, des arrêts de maladie, des suppressions de temps pour faire, par exemple, le travail, pour le remplacement des congés et tout ça. Ce que je veux dire en 2 mots, c'est que c'est important d'accompagner. Et souvent, les entreprises, les entités sont démunies face à ça parce qu'il n'y a pas l'insertion qui est prévue derrière. Donc voilà, je pourrais répondre à un peu plus de questions tout à l'heure, mais l'idée, c'est celle-là, et de dire aussi qu'on a une grosse expérience parce qu'on connaît les organisations des entreprises et on est capable de travailler avec différents acteurs. Et donc, là, vous voyez projeté sur le réseau qu'on a au niveau national, et je profite de saluer le directeur qui est Christian Andréo, qui gère ces équipes, et qu'on est capable d'intervenir sur beaucoup de domaines, parce que quand on parle d'addiction, on parle d'alcool, bien sûr, c'est souvent le problème numéro 1, quoi qu'on dise, mais aujourd'hui, la structure apporte des addictions aux produits, aux addictions comportementales, ça va aux sociétés, toutes sortes d'addictions. Après, il y a des addictions qui sont à la fois maîtrisables et d'autres qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, voilà en quelques mots, je prends le droit de l'expérience un peu d'Addicio. Je ne sais pas si ça a été clair, mais en tous les cas, voilà un petit peu ce que je voulais exprimer sur l'historique de la structure. C'est clair. Addicio, dont l'ancien nom était l'Amitié de la Poste Orange, assez connu d'ailleurs, avec l'Amitié PTT encore auparavant, est la première association de ce type en France, que j'ai le plaisir de connaître depuis 15 ans. J'ai vu une transformation majeure qui ont été opérées
l'ouverture vers les entreprises il y a quelques années déjà, avec succès, on peut le dire, hein, Oui, oui. parce qu'il y a beaucoup d'intervenants là-dessus. Mais ce qui fait la spécificité, c'est aussi le vécu, le sens de l'organisation, ça c'est très important. Et depuis peu, une volonté de s'ouvrir encore plus fortement vers les collectivités locales. Une très grosse crédibilité avec la Poste et puis Orange, hein, et laquelle on est très lié bien sûr, et qui aujourd'hui font appel beaucoup à nous parce qu'on a su, enfin je pense, on a su répondre aussi aux demandes que j'ai expliquées antérieurement par rapport à la plan Le groupe La Poste, que je crois connaît bien aussi Pierrick Le Guérinec d'ailleurs, hein, qui a une action très très forte de proximité auprès des collectivités locales, et je crois que votre action auprès de ces collectivités fait fortement écho à la stratégie aujourd'hui de proximité du groupe La Poste, qui a été votre partenaire, qui est toujours votre partenaire depuis très longtemps. Voilà. Alors, Christian Trémoyer, vous évoquiez le fait que vous n'êtes pas que sur l'alcool, parce que quand on parle d'addiction, évidemment, on va parler immédiatement de l'alcool, on va parler aussi des psychotropes, des substances psychoactives, mais il y a d'autres sujets. Et c'était également la volonté en concevant ces webinaires, c'est de ne pas parler que d'alcool, de drogue, hein, de substances psychoactives, mais également de formes très émergentes, notamment de plus en plus fortes chez les jeunes, hein, qui n'a pas un ado rivé derrière son écran. Et ce qui nous a semblé très intéressant, c'est de faire intervenir Pierre Ferrari, directeur de la stratégie de la transformation numérique d'Arras, qui mène des actions sur plusieurs axes d'ailleurs, hein, sur les addictions en ce qui concerne les fameux écrans, dont nous sommes à la fois des gros consommateurs, des victimes et autres. Donc, Pierre Ferrari, je vous laisse la parole pendant 7-8 minutes avant de la donner à Pierrick Le Guérinec. Pierre, c'est à vous. Merci à tous. Bonjour à tous. D'abord, merci de votre invitation. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire. D'abord, vous dire que la ville d'Arras a entamé sa transition numérique il y a maintenant 3 ans et demi. D'abord, Arras, c'est une ville de 42 000 habitants, hein, située en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le Pas-de-Calais. En termes géographiques, on est entre Lille et Amiens, dans cette nouvelle région Hauts-de-France. C'est plutôt une ville attractive, une ville de patrimoine d'histoire, une ville qui vit plutôt bien et qui a entamé donc sa transition numérique il y a 3 ans et demi, avec la volonté d'emmener d'abord les élus, hein, qu'il fallait convaincre, mais aussi les agents de la collectivité, les meilleurs ambassadeurs de la ville, on dit souvent à Arras, pour finalement convaincre les habitants du territoire. Vous dire que sur notre territoire, en province, dans nos villes, le numérique, ce n'est pas un acquis. Il faut prendre le temps. Le temps d'échanger, de convaincre. Parfois, le numérique fait peur. Et puis, il y a des fractures numériques que vous connaissez, la fracture géographique. Alors, la fibre se déploie, donc la fracture géographique se restreint, se résorbe. Mais il y a d'autres fractures, la fracture sociale et culturelle, le manque de moyens, le manque de connaissances de nos concitoyens face au numérique et la fracture générationnelle. Voilà, tout ça, c'était un travail de la collectivité pour emmener, pour convaincre, pour démocratiser. Donc, il y a plusieurs axes. Je vous les présente rapidement, puis on va rentrer dans le vif du sujet. L'axe numéro 1 de la ville d'Arras, c'est la lutte contre les carences numériques, c'est l'inclusion numérique. Si on voulait avancer sur le numérique de manière pérenne, il fallait qu'on soit bon sur cet axe d'inclusion numérique, la volonté, encore une fois, pour la ville d'aller au-devant des habitants, de les convaincre en lien avec le CCS, les centres sociaux, et de les former. La ville d'Arras forme par an 350 Arageois aux usages et aux outils numériques. L'axe 2, qui est aussi important, mais aussi en lien avec notre sujet, c'est la modernisation de la collectivité. La modernisation des infrastructures, des outils, mais aussi des accueils et du management. C'est là qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Les axes 3 et 4 sont des axes de cofinancement. Les collectivités territoriales, notamment moyennes, sont touchées depuis une quinzaine d'années par les baisses de dotation de l'État, donc on les subit. Suppression de la taxe d'habitation qui, à Arras, n'est pas compensée à l'euro près. Puis la crise du Covid qui nous touche et qui nous impacte. Donc sur chaque projet numérique, la ville doit également aller chercher des cofinancements. C'est le rôle qui est le mien dans le cadre des stratégies partenariales. Et puis, il y a d'autres axes au sein de la collectivité, notamment un axe de sobriété numérique qui est nouveau, le lien entre la transition écologique et la transition numérique. Souvent, elles sont opposées. À Arras, on a décidé de les rassembler, notamment sur les éco-gestes, les économies d'énergie. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et puis, évidemment, la démat qui est entamée depuis quelques temps. Mais évidemment, moi, j'ai été invité pour vous parler surtout des addictions liées aux écrans.
Et c'est pour ça qu'à Arras, quand on a entamé cette transition numérique, on s'est rendu compte rapidement en interne, donc dans l'axe 2 de modernisation, dans la nouvelle manière de manager, l'importance d'intégrer ce droit à la déconnexion. Selon plusieurs études, il y a plus de 2/3 des managers et des cadres dans les collectivités, publiques ou privées finalement. Dans le privé, on l'intègre également, qui travaillent le soir après le travail et qui utilisent des outils numériques, même le week-end. C'est quelque chose aujourd'hui qui est acquis. En fait, il y a un effet ils se sentent un peu coupables de ne pas répondre à leurs mails, de ne pas répondre à leur SMS. Donc, à n'importe quelle heure, même tard le soir, ils vont répondre aux mails ou aux SMS. Au sein de la collectivité, plus on avançait évidemment dans la transition numérique, et plus on se rendait compte, très honnêtement, que de la part de certains, il y avait des abus. Et c'est pour ça que rapidement, on a souhaité mettre en place un groupe de travail sur le droit à la déconnexion, un groupe de travail qui a fait ses effets, qui a donc travaillé, qui a fait des propositions, et puis qui s'est éteint au fur et à mesure, par un manque sans doute de motivation de certains au sein de la collectivité. Et puis, on a traversé cette crise du Covid que vous avez tous connue, et il a fallu relancer ce groupe de travail parce qu'il y avait encore plus d'abus qu'avant. Il y a une accélération, vous le savez, de cette transition numérique, de l'essor de ces outils numériques, aussi dans les collectivités territoriales. Et donc, il a fallu reposer ce groupe de travail. Et alors que le groupe de travail initialement était porté par les ressources humaines dans le premier lancement, et bien dans le deuxième lancement, c'est la direction de la transition numérique, ma propre direction, avec les élus concernés, évidemment, qui sont à mes côtés, qui ont souhaité cette impulsion, qu'on a relancé ce groupe de travail. Et je pense que c'est un signe fort, peut-être plus fort, ça va nous permettre d'avancer encore plus vite, que ce soit notre direction et pas uniquement les ressources humaines qui prennent en main cette thématique. C'est évidemment une thématique transversale. Alors, la première étape, c'est d'abord faire un diagnostic au sein de la collectivité depuis le premier lancement du groupe de travail, mettre en place aussi un questionnaire en interne avec la communication interne. Et l'objectif ultime, c'est évidemment mettre en place une charte pour respecter ce droit à la déconnexion. Parce que, comme vous le savez, ou pas, peut-être, il y a une loi depuis 2017 sur le droit à la déconnexion, mais une loi qui s'applique uniquement au secteur privé et pas au secteur public. C'est pour ça que nous, on va être amené à travailler sur une charte qui va nous permettre de cadrer, de mettre en place des règles. Les syndicats sont également partie prenante de ce groupe de travail. Et l'objectif, c'est que, ensemble, on décide, en lien évidemment avec les élus et la direction générale, mais d'avoir un cadre et de pouvoir respecter les temps de pause, également des agents de la collectivité. Donc, on peut s'inspirer de ce qui se fait notamment dans le privé, à titre d'information. Certaines entreprises privées bloquent les boîtes mail à partir de certaines heures et bloquent les téléphones portables également à partir de certaines heures. Donc, nous, on est ouvert à toutes ces propositions. En tout cas, ce sont les agents de la collectivité qui vont s'en saisir. Et moi, j'en suis très heureux que cette initiative, elle parte de la direction de la stratégie numérique parce que c'est important aujourd'hui d'apporter un cadre à l'ensemble de nos agents. Donc là, c'est l'un des points, vraiment la déconnexion, le droit à la déconnexion au sein de la collectivité. Puis il y a un autre axe sur lequel on travaille depuis un peu plus longtemps, c'est ce qui s'appelle le e-sport. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire le e-sport là-dedans? Le e-sport, c'est une thématique que vous connaissez peut-être, c'est en fait les jeux vidéo par le sport. C'est faire des jeux vidéo sportifs, évidemment, avec sa manette. Alors, le lien, quel est-il? Le lien, c'est qu'en fait, avec cette pratique du e-sport, on va aller toucher un public qu'on a du mal à toucher, nous, les collectivités territoriales, qui est le public jeune. Et c'est un public qui est victime de beaucoup d'addictions. Et donc, au travers de cette thématique, on a créé une team e-sport aujourd'hui qui fait ses preuves au sein de la collectivité, qui rassemble évidemment des joueurs, mais aussi une communauté de gamers, ce qu'on appelle les gamers dans leur univers. Et au travers du partenariat, de la convention qu'on a mis en place avec eux, on leur donne des moyens. On met à disposition notamment une salle, on leur verse une subvention, puis on est très fiers qu'ils nous représentent un peu partout en France pour cette thématique. En termes d'attractivité, de marketing, de communication, c'est très positif d'avoir une équipe de e-sport. Il y a très peu de collectivités qui se sont saisies de cette thématique. Mais surtout, au travers de ces réunions de jeux vidéo, de ces moments d'échange, on va pouvoir parler prévention. Prévention des écrans, prévention sur l'isolement, prévention également sur la malbouffe, prévention également sur l'égalité femmes-hommes. Voilà, donc on a signé et on est en lien notamment avec le centre hospitalier d'Arras pour avancer justement sur ces thématiques et sur ces addictions, pour faire passer des messages, notamment à ces jeunes. C'est l'un des axes qu'on a trouvé pour pouvoir interpeller, se mettre en relation avec notre jeunesse.
Donc voilà les deux axes que je voulais vous présenter rapidement. Je ne veux pas être trop long. Il y aura peut-être des questions tout à l'heure, mais donc le droit à la déconnexion et notre capacité avec le e-sport à toucher encore une fois un public qu'on a du mal à toucher, nous, les collectivités, et le public jeune. Et ça, c'est important pour nous de pouvoir le mettre en œuvre. Merci, c'est très clair, Monsieur Ferrari. Une petite information, nous avons parmi nous, dans les spectateurs, l'ancien président de la Fédération française des échecs, qui, vous savez, est un sport, et qui travaille avec le nouveau président aujourd'hui, Éloi Rolange, sur les questions du e-sport, justement. Et le jeu d'échecs s'est beaucoup développé en ligne avec le jeu de la dame. Moi-même, je fais partie de la commission de la Fédération française des échecs. Et je crois que ça serait très intéressant. En plus, à Arras, je crois qu'il y a eu des tournois à une époque, des championnats nationaux. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse y greffer cela. Mais ce qui est très intéressant dans votre approche, c'est quelque chose de positif. On lutte contre les addictions, on les prévient par des choses positives qui sont dans l'air du temps. Et ça, c'est un point, je crois, tout à fait à valoriser. Vous voulez réagir, je crois, Pierre? Oui, non, mais simplement vous dire qu'en effet, l'échec, c'est aussi une thématique de e-sport qui est en pleine expansion, plein développement, comme tous les sports qui se pratiquent sur le e-sport. Mais c'est vrai qu'on voulait être dans le positif, alors notamment pour toucher nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas présents sur nos réseaux sociaux, ils ne viennent pas sur notre site internet, ils ne viennent pas en mairie. Donc, c'était à nous d'aller vers eux. Et vous avez bien résumé les choses, on est forcément dans le positif, pour pouvoir les interpeller et pour pouvoir créer du lien et donc de l'écoute de leur part, parce que ça, ce sont des choses, autant sur le groupe de travail sur le droit à la déconnexion, on le reprend, autant sur le e-sport, c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves. D'accord. Très bien. Je vais juste ajouter qu'effectivement, on travaille là-dessus aussi. C'est très intéressant ce qui a été dit. Et on travaille dans différentes interactions qu'on propose dans nos actions. On travaille sur le numérique, tout ça. Les addictions, toutes les addictions qu'on va aborder, c'est là spécialement aussi, on travaille dessus. Peut-être pas au niveau qu'a expliqué M. Ferrari, mais en tous les cas, on peut apporter des solutions aussi là-dessus, enfin un complément d'information. Alors, nous passons du Pas-de-Calais au Finistère, deux départements intéressants. Pierrick Le Guérilec, donc je vais vous présenter rapidement. Vous êtes maire adjoint en charge des ressources humaines à Quimperlé, jolie ville du Finistère, proche de la mer. Vous avez des fonctions, vous connaissez très bien la protection sociale. Et d'ailleurs, pour les collectivités locales, la réforme de la protection sociale complémentaire est en plein rush. Donc, la question des services proposés autour de la protection sociale complémentaire classique est évidemment un sujet important. Comment, historiquement, vous êtes-vous emparé à Quimperlé de la question des addictions? Où en êtes-vous et que faites-vous concrètement? Voilà, merci à Christian Trémoyer et puis à Franck de me donner la parole sur le sujet. Comme on l'a bien cerné au départ, j'avais une prédisposition à travailler sur le sujet, puisque peut-être ça sera l'objet d'un autre webinaire, mais j'avais, à la demande de la CNAM, puisque je suis un des présidents de la Caisse nationale d'assurance maladie, travaillé avec l'INRS sur le sujet des addictions. Mais on va voir, moi aujourd'hui je suis là pour parler un petit peu de ce qu'on a mis en place au sein de la ville de Quimperlé. Alors ça commence à dater puisqu'on a commencé à mettre ça en place en fin 2016, ça fait 5 ans aujourd'hui, et c'est quelque chose qui, vous allez le voir, fonctionne très bien. Alors si on a travaillé sur les deux types d'addictions, même s'il y en a plusieurs, on a vient d'entendre parler des addictions numériques, mais s'il y a les addictions alcool et les addictions, comment vous dire, psychotropes, nous on a travaillé sur les deux en parallèle. Mais aujourd'hui, qui dit collectivité territoriale ou ville, on a des caricatures à travers des sketchs comme les Chevaliers du Fiel, qui dit agents communaux, problématique alcool associé. Donc, nous, on voulait justement effacer cette image pour montrer que ce soit les agents ou les collectivités traitent le sujet comme on peut le traiter en entreprise, puisque, comme a dit Christian Trémolet, il y a une société que je connais très bien, qui est le groupe La Poste, puisque j'y travaille, c'est un de mes employeurs. Donc, je connais bien les actions qui sont menées. Alors, concernant, on va dire, le risque alcool, puisque c'est celui qu'on a le plus abouti, on est parti sur des éléments importants dans notre démarche. C'est déjà l'affirmation d'une politique claire de la collectivité. Pour nous, le risque d'alcool est à prendre en compte en permanence, autant que tout ce qui touche la sécurité ou l'hygiène au travail. Ça, c'était important. Ensuite, on s'est attaché à constituer un groupe de travail pour travailler également sur la question. Alors,
par rapport à ça, on a continué à travailler avec la collaboration, comme a dit l'interlocuteur précédent, en associant tout le monde. Puisque, comme on le dit toujours, quand on parle d'addiction ou d'alcool ou d'autres, hein, c'est très mal vu par les agents d'une collectivité. Donc, on a voulu mettre en place et faire la collaboration avec tout le monde, c'est-à-dire une vision collective avec une implication de l'administration, c'est-à-dire de l'employeur, également des DGS ou du DGS, du CHSCT par rapport aux représentants des personnels et de notre agent ou de nos agents de prévention que l'on a également sur le sujet. Ensuite, deuxième point qui était pour nous important, il fallait aussi, parce que quand on parle d'addiction, c'est y compris pour moi hein, un grand mot ou un gros mot. Il faut, quand on veut parler d'un sujet, savoir de quoi on parle. Donc, on a organisé, on a formé en alcoolologie déjà, parce que c'est le point alcool, l'ensemble de notre encadrement. Ils ont suivi cette formation-là à travers les législations sur l'alcool, tout ce qui a pu être mis en place pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot addiction, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot risque alcool. Ensuite, on a travaillé sur 3 niveaux. On reste toujours dans le chiffre 3 niveaux de prise en compte des problèmes. 1, le registre de la loi. Qu'est-ce qui est dit aujourd'hui dans le monde du travail, y compris dans le monde des collectivités territoriales. Ensuite, on a créé le registre de l'aide aux dépendants à travers les services de médico-social et du groupe de travail que l'on a. En intégrant les médecins du travail, des médecins même privés qui sont venus nous donner un coup de main aussi, puisqu'on sait très bien que lorsqu'il y a des arrêts maladie, le premier médecin que veut voir l'agence, c'est son médecin personnel. Donc, c'est bien également d'avoir un retour des médecins locaux, je peux dire. Et ensuite, travailler sur le registre de la prévention, parce que ça, c'est pour nous un point important. C'est-à-dire que ce n'est pas sanctionner ou fixer le problème, c'est déjà travailler sur la prévention en amont. Ça, c'est pour nous très important. Ensuite, nous avons travaillé sur un certain nombre de réflexions. Travailler, comme je l'ai dit précédemment, travailler sur le risque alcool est toujours impopulaire pour les agents. C'est une raison culturelle ou idéologique. Ensuite, si l'action est portée uniquement par l'employeur ou la direction, tout de suite, on voit à côté la problématique répressive. Et ça pose un souci si on veut travailler sur le sujet. Et ensuite, on doit avoir une réflexion qui doit être globale à l'ensemble des services et du personnel, et non pas focalisée pour les personnes des services techniques ou d'autres services ou administratifs. Et toujours en prenant en compte que l'impulsion doit être donnée par les personnes qui travaillent sur la santé et sécurité, les CHSCT, des collectivités et des agents de prévention. Donc, les axes majeurs, il y en avait 3 sur lesquels on était parti, c'est-à-dire la sécurité, parce qu'il faut mettre en sécurité les agents ou les personnes qui sont impactées. Le capital santé, expliquer que être à travers une addiction, être soumis à une addiction, mais derrière, le capital santé en prend un coup. Et ensuite, faire en sorte que les gens soient responsables, c'est la responsabilité. Donc, on a créé ce fameux groupe de travail, c'est d'ailleurs qui a permis de rassurer et de rendre la démarche acceptable par tous. Donc, on avait, comme je disais tout à l'heure, des agents, des représentants de la direction, des élus, des médecins, des représentants de la CRAM locale, beaucoup de personnes autour de la table pour parler de ce sujet, sans avoir de retenue. Il n'y avait pas de sujet tabou, puisque certes, dans ce groupe de travail, on a parlé d'alcool, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé également d'autres problèmes d'addiction que sont les psychotropes, on ne peut pas les citer. Ensuite, au bout d'un certain temps, c'est de trouver un petit peu quelle communication faire, par où faire cette communication vers les agents. Donc, on est passé, certes, par les partenaires sociaux, les représentants syndicaux, les parties des ressources humaines, l'AGMO, les membres du CHSCT, tout le monde s'est dit on va apporter notre pierre à l'édifice. Et à partir de là, on a fait notre communication interne. Mais toujours en associant, on va dire, nos agents. Ensuite, parallèlement à ça, on est parti voir ce qui se passait dans d'autres collectivités. Parce que, comme vous l'avez dit à l'heure, Finistère est en Bretagne et la Bretagne est également, comme on l'a dit à l'heure, les agents de la collectivité recensés par rapport à des problèmes d'alcool. Ensuite, on s'est informé, comme je disais tout à l'heure, de manière plus précise à travers les représentants de la CRAM, la Caisse régionale d'assurance maladie. Et ensuite, on a personnalisé notre démarche. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas laissé en état quelque chose qui est général, mais on l'a personnalisé à la ville de Quimperlé, aux agents de la ville de Quimperlé. Et ensuite,
qui fait quoi. Donc, dans ces moyens, en interne, on a mis en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois strates que sont dans le mode de communication de l'administration classique, le CHSCT et les agents de prévention. Et en externe, on a sensibilisé à travers une communication spécifique la santé au travail, à travers les médecins du travail, les centres de gestion, parce qu'on dans une collectivité, on est très en relation avec nos centres de gestion, les organismes de tutelle, les associations, parce que comme l'a dit Christine Trémoulet, il y a des associations qui travaillent sur le sujet, même qui sont en parallèle, mais bon, c'est bon également de les informer de ce qu'on fait, et les collectivités et entreprises du territoire. Et ensuite, on a ouvert le dialogue. Et le but de l'opération, c'était, à travers le rendu de ce groupe de travail, c'est d'en faire quelque chose. Et on s'est dit, quoi de mieux par rapport aux éléments que je l'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait en prendre en compte en permanence ce risque, que de l'associer à travers notre règlement intérieur. Sur le sujet, on va dire très clairement, sur le sujet, la partie hygiène et sécurité. Mais pour ce faire, on a demandé quand même l'adhésion de l'ensemble des agents de la collectivité qui, à travers un échange de différents groupes après qu'on a réunis, ont pu apporter également leur pierre à l'édifice. Et à la fin 2016, l'ensemble des agents de la collectivité ont signé ce document pour qu'il puisse être annexé, on va dire, à notre règlement intérieur. Donc, c'est passé par les CT, etc. Les partenaires sociaux ont été preneurs sur le sujet, puisque ça a été reçu à l'unanimité. Ce qui est quand même assez rare de mettre un sujet de cette sorte dans un règlement intérieur. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, on sait comment gérer ce risque et comment, en dehors de la gestion, de le prendre non pas de manière répressive, mais de manière par la prévention. Quand on voit une personne, un agent, quel qu'il soit, qui présente des risques d'alcoolologie ou de surexcitation due peut-être à la prise de médicaments ou d'autres substances, on sait que faire. Chaque responsable de pôle, de directeur, sait quoi faire pour faire en sorte qu'on s'en sorte. Et toujours dans le cadre de la prévention. Lorsqu'on constate qu'une personne, un agent, quel qu'il soit, on va dire, plusieurs fois reconnu, on va dire, à travers, comment on va dire ça, la prise de stupéfiants ou autres, on essaye, à travers notre hôpital local, c'est vrai qu'on avait associé notre hôpital aussi, nos représentants de l'hôpital, au centre d'addiction que l'on a, pour prendre en charge, s'il le souhaite, l'agent, pour qu'il puisse, on va dire, diminuer ses addictions. Et ça également, ça marche. Mais malheureusement, on sait qu'il y a des rechutes et on n'est pas à l'abri non plus de rechutes. Mais tout le monde, à ce jour, et je vais finir là-dessus, sait que faire dans la prise en charge, on va dire, de ce risque alcool. Par contre, en parallèle, quand j'ai parlé de psychotropes et autres, c'est un peu plus difficile pour nous, parce que là, autant le risque alcool, on sait que faire pour déceler, on va dire, si la personne a pris de l'alcool ou pas. Au niveau psychotrope, il faut faire appel à des médecins extérieurs, donc le médecin du travail, le médecin de l'hôpital, des pompiers ou autres, ou de la gendarmerie. Et là, on est plus dans le mode répressif que prévention. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais on a réussi aujourd'hui à avancer et on continue, parce que, comme je disais tout à l'heure, toute organisation, tout travail qui est fait doit vivre. Et vivre, c'est-à-dire bouger, évoluer et s'adapter. Et ça, c'est un travail, pas au quotidien, mais on a des commissions de suivi, une par trimestre sur le sujet, voir si au niveau de la législation, ça a évolué, si au sein de notre collectivité, monsieur l'a dit tout à l'heure, monsieur Ferrari l'a dit tout à l'heure, avec la crise sanitaire qui a été là pendant un peu plus d'1 an et demi et qui est toujours là, on s'est aperçu aussi que les personnes qui étaient en télétravail, je pense peut-être des personnes en parleront tout à l'heure, mais ont été sujets à des addictions, même chez eux. Et là, comment on prend en charge les personnes qui ont été assujetties à ces addictions, et ça a été un peu plus compliqué. Donc, on continue à travailler. Et derrière, je vois notre chargé de prévention est toujours en relation de manière continuelle avec des représentants des collectivités proches de la nôtre, ou même de la région Bretagne, pour ne pas la citer, pour justement faire un échange avec eux sur le process qu'on a mis en place et les évolutions qu'il y a. Donc, je finirai là-dessus, c'est un travail du quotidien et voilà un petit peu, je suis prêt à répondre à différentes questions parce que je pourrais rentrer plus dans les détails sur le règlement intérieur.
Merci Pierrick, vous aurez inévitablement des questions. Je vais me tourner vers Christian Trémoyer, président d'Addictio. Vous m'évoquiez que depuis des dizaines d'années que vous intervenez, vous voyez bien une évolution assez significative des pratiques addictives. Chez les jeunes, aujourd'hui, il n'y a pas que l'alcool, ils se consomment différemment. C'est plurifactoriel, à la fois sur les origines et sur les conséquences. Est-ce que c'est aussi vrai dans vos organisations historiques que sont la Poste et Orange? Alors, aujourd'hui, effectivement, le rappel là-dessus, c'est vrai que les modes de consommation, c'est comme le mode de prévention et tout ça, on n'est plus sur les abstinences totales et tout ça, on est sur la réflexion de modération de comportement et tout ça. Après, j'ai bien aimé ce que je dirais c'est vrai qu'on n'est pas là pour pénaliser. Non, on accompagne et on fait des propositions là-dessus de changement de paradigme par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Et pour revenir à votre question, sur les jeunes aujourd'hui, moi j'ai connu la génération, et la plupart d'entre nous, c'était surtout lié dans l'entreprise à des problèmes d'alcool. C'est vrai qu'on n'avait pas aujourd'hui tous les produits qu'on a à disposition qu'ont les jeunes aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que nous, on a évolué aussi, parce que par rapport aux demandes qui étaient faites et tout, par rapport aux addictions, l'alcool, ok. Et l'alcool, quoi qu'on en dise, reste le problème numéro un. Mais à côté de ça, vous avez les drogues, enfin, toutes les drogues, mais le cannabis en particulier, qui doit être pris en compte dans la manière de faire. Et donc, sur ces sujets-là, aujourd'hui, on aborde ça au niveau de la prévention, de la sensibilisation, on l'aborde automatiquement dans nos actions. Mais ce qui est nouveau, je pense, qu'il faut prendre en compte, c'est vous avez vos salariés dans l'entreprise et beaucoup des demandes chez nous importantes aujourd'hui qu'on n'avait peut-être pas, c'est les enfants de salariés, c'est-à-dire les préados et tout ça, qui ont des demandes vis-à-vis de leurs parents et que les parents sont, par méconnaissance, ont du mal à gérer. Et donc, on sensibilise les parents. Quand on fait des actions de prévention d'entreprise, c'est évoqué souvent, il y a des sujets, c'est des personnes elles-mêmes qui travaillent, qui ont des problèmes et qui viennent parler leurs problèmes avec leurs enfants. Et ça, c'est nouveau dans le sens où on a une approche différente et on doit l'entendre et on oriente. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que dans l'approche, aujourd'hui, les services, dans le cas des addictions, les médecins, les éthologues et tout, il y a vraiment des choses très, très intéressantes qui sont faites, mais que par méconnaissance, justement, ils ne prennent pas en compte. Mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, il y a des demandes très fortes au travers, dans les entreprises, au travers des salariés, surtout. Et dans les interventions, après, je pourrais parler aussi des évolutions sur l'accompagnement, qu'on dit, rien ne vaut quand on voit un tête-à-tête, un malade à un autre malade, c'est la meilleure thérapie pour aider quelqu'un. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont à disposition qu'il faut utiliser, comme le numérique et tout ça, vers les malades. On fait de l'accompagnement de malades aujourd'hui que moi-même, je n'aurais jamais imaginé. Je suis capable d'orienter un malade sans l'avoir vu sur des structures qui ne veulent pas entendre parler de structures ni rien, mais qui évoluent. Et ça, c'est les générations nouvelles qui le demandent. Merci Christian. Je vais laisser la parole à Philippe Charton et son collègue Régis Douot pendant 8-10 minutes maximum, hein, s'il vous plaît. Et après, de toute façon, je vous redonnerai la parole. Alors, Philippe Charton, alors vous avez le groupe Reliance a un pied dans les collectivités territoriales, fortement ancré, puisque vous êtes le leader du courtage en assurance de personnes. Vous êtes basé à Bourges, le siège est à Bourges, dans un très joli parc d'ailleurs, là-bas, très chouette. Mais vous avez aussi un pied dans la fonction publique hospitalière, très fortement sollicitée aujourd'hui par les problèmes sanitaires. Et puis vous êtes également fortement ancré en France et de plus en plus en Europe, dans quelques pays européens. Donc c'est intéressant que vous nous fassiez partager votre vision avec du recul et puis également quelques dizaines d'années de retour d'expérience. Philippe, je vous laisse la parole pour une brève introduction, présentation de Reliance, et puis ensuite Régis, manager des risques, hein, c'est chez Sofaxis, groupe Reliance, faire partager votre constat et vos observations sur les collectivités locales. Merci. Merci Franck. Merci pour l'invitation. Absolument ravi d'intervenir sur des sujets aussi sensibles pour nous, groupe Reliance et plus particulièrement Sofaxis. Pourquoi? Parce que nous, notre métier, hein, notre boulot, c'est le management des risques. Le management des risques,
Et Sophaxis, hein, le risque cible, le risque principal qui est couvert, c'est le risque d'absence pour raison de santé des agents. Donc, au travers de la gestion de ce risque, du management de ce risque, on travaille sur toutes les conséquences, naturellement, de la santé, des facteurs de sinistralité concernant la santé des agents, et donc naturellement des dimensions comme les addictions entrent en prise de compte. Et on a une lecture, certes, au niveau de l'assurance en tant que telle, donc avec des relais au niveau de l'assurance en tant que telle, l'assurance statutaire, mais notre principal métier, c'est d'accompagner la collectivité, d'accompagner la gestion de cette sinistralité, tant au niveau préventif qu'au niveau curatif. Donc aujourd'hui, on travaille sur à peu près 800 000 agents de la fonction publique territoriale. Pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec 2 centres de gestion sur 3 en France. Donc, au-delà de ces chiffres qui sont importants, notre métier se concentre vraiment là-dessus. Et tout à l'heure, hein, Monsieur Le Guirennec parlait de cette notion de fonctionnariat bashing. Là-dessus, nous, on lutte aussi beaucoup avec les collectivités pour, au travers de nos études, au travers de nos accompagnements, pour contrecarrer ces idées que, rien ne se fait dans les collectivités locales en termes de prévention, en termes de management du risque, ce qui est loin d'être vrai. Et dans nombre de cas, c'est en avance par rapport au secteur privé. Et le deuxième point, c'est que au travers de ces accompagnements sur la totalité des natures de risques évoquées par la collectivité, on agit souvent sur les organisations en elles-mêmes, sur le management de ces organisations. On dépasse le cadre du management du risque en travaillant sur l'organisation pure, les pratiques dans les collectivités. Et c'est à ce titre que nous, on aime témoigner de ce métier qui est souvent, entre guillemets, un peu mis de côté par les médias ou tout au moins par le public. Donc, je vais passer la main à Régis sur une partie un peu plus opérationnelle. Bien, bonjour, bonjour à toutes et tous, et puis merci de m'inviter parmi votre réunion, ce qui j'apprécie toujours de pouvoir venir témoigner de ce que l'on a pu rencontrer. Alors, l'idée, c'est que je puisse vous évoquer en fait les enseignements que l'on a pu tirer des différents projets qu'on a accompagnés, alors avec sans prétention et toute la modestie qui doit présider à ça, parce qu'on est sur de l'humain et que de toute façon, par définition, toutes les expériences sont différentes, et puis surtout, chaque collectivité doit mener son projet en lien avec sa culture. Et malgré tout, dans tout ça, il y a quelques enseignements qu'on en a retirés, avec deux préalables à ces enseignements. Le premier préalable, c'est que ça concerne tout le monde. Avoir bien conscience de ça, que bien souvent, la demande qui nous est faite lorsqu'on va travailler sur une collectivité, c'est on a des problèmes d'addiction, problèmes d'alcool, on a identifié des agents qui on nous a relevés, ou des problèmes qu'on rencontre. Et l'idée, c'est vraiment de reposer le débat en disant tout le monde, on va finalement pas parler d'addiction, on va plutôt parler de consommation de produits ou l'usage que l'on peut avoir des produits. Et à un moment donné, tout le monde, si je prends uniquement le prisme de l'alcool, tout le monde ou quasiment tout le monde va être en contact avec le produit. Donc, on va plutôt finalement parler des usages que simplement parler de l'addiction. Donc ça, c'est le premier prérequis, le premier préalable, c'est de dire la démarche, elle doit pouvoir concerner tout le monde. Et c'est bien même l'objet de la prévention. La prévention, on en fait quand tout va bien. Sinon, c'est plus de la prévention. Donc, c'est le premier préalable. Deuxième préalable, c'est que
c'est de poser la légitimité de l'employeur. C'est des questions qu'on nous pose aussi assez régulièrement, de se dire, mais est-ce que je suis bien légitime pour travailler sur le sujet? Est-ce qu'on ne touche pas aux libertés individuelles? Est-ce qu'on ne touche pas à un cercle qui sort du cercle professionnel? Donc, c'est bien de reposer la légitimité, et M. Trémouillet l'a évoqué en introduction. L'employeur, il est légitime parce que surtout, on va dire, les dégâts collatéraux que peuvent provoquer une situation soit d'addiction, soit une situation d'usage exagéré d'un produit. Donc ça, c'est les deux préalables. Et puis après, quand on prend tous les projets qu'on a pu accompagner, et il y a beaucoup de caractéristiques d'ailleurs que j'ai retrouvées dans ce que disait M. Le Guérinec, pour nous, il y a 5 piliers, en fait, 5 piliers par lesquels la collectivité doit passer. Le premier des piliers, et ça a été évoqué, c'est la communication, c'est la prévention. Quels sont tous les outils qu'on va mettre en place pour parler des produits, pour parler soit d'alcool, soit des autres drogues. Quels sont tous les partenaires que l'on va pouvoir trouver autour de la collectivité qui vont pouvoir intervenir et faire des actions de prévention. Enfin, il y a un volet qu'il ne faut pas négliger, qui est un volet communication, et encore une fois, qui doit concerner l'ensemble de la population de la collectivité. Le deuxième pilier qui a été évoqué aussi, c'est la place de la règle. Quelles règles on s'instaure dans la collectivité, notamment la présence du produit. Il y a des produits qui sont légaux, il y a des produits qui sont illégaux. L'alcool, il est présent dans la collectivité. Comment est-ce qu'il est présent? L'usage qu'on peut en avoir au moment des pots, au moment des repas, au moment de… Voilà, un petit peu poser quelles règles déjà la collectivité se met autour de ces usages. Et puis aussi se poser la règle de comment plutôt les procédures de comment moi je me permets d'identifier des agents qui sont soit en situation d'addiction, soit en situation d'alcoolisation. Donc, quels sont les dispositifs dont j'ai le droit, les dispositifs dont je n'ai pas le droit, quelles procédures je me mets en place, qu'est-ce que je fais grosso modo, qu'est-ce qu'un manager doit faire lorsqu'il est face à un agent qui est en situation d'état d'ébriété, est-ce qu'il propose l'alcotest, est-ce qu'il ne propose pas l'alcotest, est-ce qu'il retire de sa situation de travail, est-ce qu'il ne retire pas de sa situation de travail. Vraiment se poser ces questions et de manière pluridisciplinaire, comme l'a évoqué M. Le Guérinec, il faut que ça puisse être partagé collectivement. Et puis en se mettant dans l'état d'esprit qu'on gère une situation d'urgence. Avant de gérer une situation d'addiction, on gère une situation d'urgence. Quelqu'un qui est dans une situation qui n'est pas dans une situation dans laquelle on le sent capable de travailler, eh bien on le met en sécurité. Donc, poser cette règle, en tout cas, ça c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est le management. Comment est-ce qu'on met en capacité le manager à faire appliquer cette règle? Parce que on peut voir beaucoup de chartes, on peut voir beaucoup de règlements intérieurs, mais si ce n'est pas porté ensuite par le management et que le management se sente lui-même soutenu dans sa démarche, ça peut aller à l'échec. Donc, et quand je dis soutien managérial, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va peut-être demander au manager de recevoir un agent que l'on a détecté en situation d'ébriété ou de recevoir un agent, on a fait un alcotest, on décide dans le cadre du règlement intérieur qu'un alcotest est possible, on fait l'alcotest, le lendemain ou au retour au travail, on le reçoit, eh bien, il y a un acte managérial qui doit être posé avec entretien de recadrage, ou pas entretien de recadrage, on l'appelle un petit peu comme on voulait, mais il y a un moment, en tout cas, un premier instant où il va y avoir une communication entre l'agent et le manager et sur lequel on va exposer les faits. Rien que ce moment-là, il est difficile à mettre en place. Il n'est pas si évident que ça pour le manager, donc il faut pouvoir le soutenir, l'accompagner. Et puis surtout, si en fonction de la gravité de la faute qui a pu être commise en dehors de l'état, en lien avec cet état d'ébriété, s'il doit prononcer une sanction, et bien que cette sanction puisse être bien suivie à tous les niveaux de la hiérarchie. Et ça pose même peut-être plus loin la place de l'usage de la sanction dans la collectivité. Je m'explique, si on se dit, par exemple, on reçoit quelqu'un qui est en situation d'état d'ébriété régulière et qui arrive en retard l'après-midi. Tous les après-midi, il arrive en retard, etc. On se dit, ce n'est pas l'état d'ébriété qu'on va sanctionner, mais on va sanctionner le fait qu'il soit en retard. Est-ce que sur une situation équivalente de quelqu'un qui n'est pas en situation d'état d'ébriété mais qui a les mêmes retards, est-ce qu'on le sanctionne de la même façon? Donc, c'est pour ça que je dis que ça pose la question de la sanction, c'est-à-dire pour que la sanction soit équitable par rapport au reste de la population. Mais ça, c'est la petite parenthèse. Mais en tout cas, il y a le troisième pilier, la place du management et comment est-ce qu'on soutient le management.
Le quatrième pilier, qui a été évoqué aussi par M. Lekerinek, c'est l'accompagnement. Très bien, on a bien fait notre travail, on a communiqué, on a mis en place une règle, on a mis en place une charte, on a accompagné nos managers. On a un manager qui reçoit un agent qui est en situation d'addiction suite à un alcotest positif. On va faire un chemin très favorable. À cet agent, il faut pouvoir lui proposer un certain nombre de solutions, ou en tout cas, il faut qu'on puisse lui mettre un certain nombre de cartes en main, et notamment bien l'orientation vers des structures de soins qui sont adaptées, ou en tout cas lui donner la possibilité d'aller contacter un tel ou un tel ou un tel. Donc, si vous n'avez pas fait ce travail d'identifier autour de vous quelles sont les personnes qui sont capables de vous accompagner en extérieur de la collectivité, c'est-à-dire qui sont capables de transformer un besoin de transformation de l'agent en processus de soins, eh bien, là aussi, vous pouvez être vite freiné dans vos ambitions. Donc, il faut qu'il y ait un parcours de soins qui puisse s'installer ou qui puisse être proposé à l'agent, sachant que ce n'est pas vous qui allez l'imposer à l'agent. C'est vous donnez les cartes en main à l'agent. L'agent, il prend pas. La seule conclusion que vous pourrez en retirer, si l'agent l'a pris, c'est que peut-être il n'y aura pas une deuxième situation sur laquelle vous serez amené à faire un alcotest ou vous serez amené à faire un entretien. C'est la seule conclusion que vous en saurez. Vous n'avez pas à savoir si l'agent va rentrer dans ce processus de soins, mais en tout cas, il faut lui donner la possibilité d'avoir accès en fait, à un certain nombre de ressources. Donc, l'intérêt de bien les identifier. Et puis, le quatrième point qui a été évoqué aussi tout à l'heure, le cinquième point qui a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est le retour. L'accompagnement au retour, on a parlé de rechute. Là aussi, si on prend la situation la plus favorable, on a une personne qui est en situation d'addiction depuis un certain nombre de temps, qu'on arrive à détecter via divers dispositifs, qu'on arrive à accompagner ou en tout cas à l'orienter vers des structures de soins. Il va vers ces structures de soins, il revient au travail, je dirais en possession de ses moyens. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Comment est-ce qu'on l'accompagne à ce retour au travail? Est-ce qu'on la remet sur son poste initial qu'elle avait il y a 10 ans, mais qu'on a retiré petit à petit parce qu'on n'osait pas vraiment lui dire, c'était pas le fond du problème, mais on lui enlevait de plus en plus de responsabilités. Donc, est-ce qu'on la remet sur son poste initial ou est-ce qu'on accompagne une remontée en compétences? Comment est-ce qu'on organise l'intégration dans l'équipe? Comment est-ce que… et tout ça doit se faire, je dirais, en lien avec la personne. C'est la personne qui doit avant tout vous guider sur comment elle veut être accompagnée au retour. Mais en tout cas, il faut le prévoir. Il faut le prévoir dans votre dispositif, de dire, à un moment donné, j'ai des agents qui vont revenir. Comment j'accompagne ces agents pour éviter au maximum de les mettre dans une situation où ils seraient amenés à rechuter. Très bien. Donc, voilà, dans un délai très… Oui, c'est parfait, Régis, merci beaucoup. Très bien. On va me donner l'occasion de dire à nos participants, qui sont pas mal, il y a plusieurs collectivités locales de toute la France, mais de poser vos questions dans le chat et je les relayerai. Mais j'en ai quand même plusieurs aujourd'hui en vous écoutant. Alors, pour revenir sur l'intervention de Pierre Ferrari tout à l'heure, bon, c'est vrai que l'alcool est encore l'addiction la plus répandue. Je veux dire, c'est aussi la plus visible parce que pour assouvir son addiction, on a besoin d'un contenant, d'un contenu. Ça se voit plus facilement, ses conséquences se voient plus facilement. Aujourd'hui, comment dans les organisations on détecte, on signale les problématiques d'addiction aux écrans? Parce que Pierre Ferrari nous a fait plaisir d'en parler tout à l'heure. C'est quand même pas facile parce qu'en plus, on demande quand même aux gens en général de travailler sur un écran. Donc, comment on va arriver à gérer ça? Et je rajoute une couche en disant le télétravail, finalement. Est-ce que le télétravail ne va pas faire pour alimenter les addictions de certains? Comment on gère cela en tant qu'employeur? Et j'aurai une deuxième question que je réserve après, qui est liée à la spécificité des collectivités locales sur ces questions des addictions. Parce qu'il y en a, je crois, et on y reviendra. Voilà. Première question, les nouvelles formes d'addiction, enfin nouvelles, ça fait des années, et avec ces générations d'ados qui arrivent, qui ne font plus rien sans leur écran, leur smartphone, comment on va arriver à gérer ça en tant que préventeur, en tant que gestionnaire de risque? Alors, Christian, Régis, et puis Pierre et Pierrick ensuite. Alors, en ce qui nous concerne, au niveau des principales entreprises à poste, c'est vraiment, on connaît le lieu, mais d'autres, on est intervenu aussi dans d'autres mairies, sur des sujets qui sont que vous posez. Le problème, par exemple, de l'addiction à l'écran, c'est dans le cadre de la santé au travail que ça doit être pris, et ça doit être la responsabilité d'un manager de faire des actions de sensibilisation. On ne va pas cibler, si vous voulez, on sait qu'on a
les collègues autour de nous qui sont toujours dessus leurs écrans et tout. Et puis tout à chacun, on utilise, on donne des bons conseils, mais on ne se les applique pas toujours autant aussi. Mais en ce qui concerne l'addiction, on a un cursus là-dessus où on fait de la prévention et de la sensibilisation surtout, sans culpabiliser qui que ce soit, mais c'est dans un cadre global de la santé au travail. Ça doit être pris. On ne la prend pas comme, par exemple, l'addiction à l'alcool et tout, ça va être un autre sujet, et les autres drogues et tout ça, mais c'est une spécificité par rapport à l'écran. Il y a le workaholic, c'est pareil, l'addiction au travail, comment on parle de ça? L'addiction au travail, c'est à la fois tout le monde et rien, c'est complexe, mais il y a des formations de sensibilisation. Moi, j'irais plus sur la sensibilisation au niveau de l'addiction. Est-ce que vous recommandez de couper les messageries à 20 heures, par exemple? Oui. Et c'est fait dans un cadre, bien sûr, en accord avec le CHS, avec des différents partenaires, en accord avec des agents et tout ça, et dans un consensus qui doit intégrer tout le monde. Et qui est le meilleur exemple? C'est la direction. La direction doit imposer, appliquer ce domaine parce qu'elle a cette volonté et d'expliquer aussi pourquoi elle le fait, dans quel sens elle le fait, quel est son but. Ce n'est pas de culpabilisant, on est tous responsables vis-à-vis de l'addiction aux écrans et tout ça, mais comment on s'organise? Donc il y a des choses qui s'organisent par rapport à ça et on va essayer de mettre par étapes des petites choses. M. Ferrari évoquait les coupures de téléphone et tout ça. Ça se fait, il y a des endroits où ça se fait très très bien, ça se passe très très bien, mais parce qu'il y a une pédagogie de l'information qui est faite au niveau de cette addiction et que c'est pris en compte. C'est très intéressant. Régis Dehausse, Sofaxil, Coproyance, vous, comment vous êtes sollicité là-dessus par les centres de gestion ou les collectivités locales aujourd'hui? Alors, surtout depuis les confinements successifs, hein, c'est un sujet qui est apparu, ou en tout cas qui est remonté avec les confinements. Alors, effectivement, ce que disait M. Trémouillet, je rejoins complètement. Et puis, je pense que M. Ferrari aussi dira des choses autour des chartes et puis autour des règles qu'on se met, ce qu'on coupe et ce qu'on ne coupe pas, quels sont jusqu'à quelle heure on fait des réunions, avant quelle heure on ne fait pas de réunion, etc. Mais moi, je mettrais aussi surtout la place du manager, en fait. C'est-à-dire que c'est le manager qui doit pouvoir ressentir, alors je vais utiliser le terme de ressentir son équipe, enfin, c'est l'accompagnement qu'on va avoir au quotidien de comment j'écoute mes équipes, comment est-ce que je surveille leur charge de travail, comment j'évoque avec eux leur planning, leur calendrier. Enfin, c'est là encore une fois, comme tout à l'heure sur n'importe quel sujet d'addiction, hein, enfin, qu'on mette le travail sur écran ou qu'on mette un autre sujet d'addiction, c'est quels moyens je donne au manager pour permettre de bien piloter son équipe. Et donc, du coup, de potentiellement bien identifier à partir de quand un agent commence à se mettre dans une situation de danger ou dans une situation qui est hors des clous qui a été définie par la réglementation interne. Et donc, de l'accompagner vers les bons dispositifs qui auront été là aussi définis dans la collectivité. Mais pour moi, c'est le manager qui est la clé parce que c'est lui qui doit être au quotidien auprès de son équipe et de bien savoir là où quelqu'un commence à se mettre dans le rouge, si je peux me permettre cette expression. Mais que ce soit sur les écrans ou sur l'alcool ou la drogue, le management est souvent très directement concerné par le problème. Et d'ailleurs, sur les écrans, il est peut-être même plus concerné que d'autres. Donc, ils sont à la fois bourreaux et victimes, mais puis parfois même les premiers concernés. Donc, comment vous gérez ça? Comment on traite ça? Question. Oui, mais il y a une différence énorme quand même. On ne traite pas le problème de l'alcool par rapport aux écrans, où on peut parler plus facilement du tabac aussi, il y a tout ça, et on ne traite pas de la même manière. Il y a les mêmes conséquences dans le sens où derrière il peut y avoir des burn-out, des compagnies, mais on va aborder plus facilement un sujet sur l'addiction à l'écran ou l'addiction au travail, comme on dit, que le problème d'alcool et tout ça dans une entreprise. Quand vous avez dans une entreprise qui met tout d'un coup en place des actions de prévention, de sensibilisation, le manager, il est paniqué, le directeur, le président de cette structure, donc l'accompagne là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il va impliquer, souvent il y a les organisations syndicales, le personnel qui sont là aussi, et tout ça, donc ça va être une démarche, mais quand il n'y a rien de fait dans des grosses structures, c'est difficile. Et donc, par contre, s'il n'y a rien de fait pour parler de l'addiction à l'écran, ce sera facile d'y venir. Ça sera un autre. C'est surtout celle-là la problématique.
En général, sur les addictions à l'écran et tout ça, les gens sont à fond là-dessus pour parler de ça, pour prendre un temps et poser les choses et tout ça. Et surtout d'accompagner et tout ça, puisque tout le monde est concerné. Du président, on est tous concernés par cette addiction. Et donc, pour moi, c'est la différence des produits qu'on va aborder qui fait la différence. D'accord. Donc, et la sensibilité doit être très pointue là-dessus. Donc, ça veut dire que pour faire entrer la culture de prévention et d'accompagnement des addictions dans une organisation humaine, les écrans, finalement, est un bon premier pas, plus consensuel. Exactement. D'accord. Alors, je me tourne vers celui qui a attaqué la face nord, Pierrick Le Guérinec, donc avec les addictions à l'alcool en Bretagne. Et puis ensuite, M. Ferrari, alors, comme on parlait des écrans, je vous donne la parole en dernier. Pierrick, aujourd'hui, les écrans, les addictions aux écrans à Quimperlé, comment vous les percevez? Est-ce que vous les avez détectés, ce type de sujet? Alors, on n'a pas perçu en tant que tel, puisque le mode télétravail dans notre collectivité est assez réduit, par faute de moyens et de matériel, mais les personnes qui pouvaient être en télétravail, c'est derrière leur écran, on a mis une procédure en place. C'est-à-dire qu'on demandait au manager de la personne de prendre toujours, être en contact tous les jours avec l'agent, à travers un minimum, un coup de téléphone pour voir comment l'agent allait, quelles étaient ses problématiques, déjà en passant à côté par les problématiques matérielles, mais ensuite psychologiques. Quand on discute avec les personnes, on s'aperçoit très vite, quand on travaille avec celle-ci, qu'il y a des choses qui vont pas. À défaut, si on avait un ressenti, le manager avait un ressenti, il interpellait l'ACMO pour éventuellement faire une visite directement, même si on était en plein confinement, l'ACMO sous mission pouvait, pour différents moyens, aller rendre visite à la personne pour voir comment elle allait, puisque si on avait ressenti un problème. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'on est revenu à peu près à la normale, nous ont été reconnaissants à ce qui a été remonté par notre CHSCT ou par même les agents concernés. Ça a été très positif parce que des personnes étaient très mal. Et de fait, on parlait d'addiction tout à l'heure, à l'alcool ou d'autres. La plupart ont dit à un moment donné, lors du premier confinement, ils ont eu besoin d'eux. On n'a pas dit si c'était de l'alcool, des médicaments et autres, pour tenir le choc. Et même si dans une collectivité territoriale, c'est plus facile à gérer par rapport au temps de travail, je m'entends, même s'il y en est cadre aux dirigeants, mais que dans une société privée où là, les créneaux d'horaire sont beaucoup plus larges. Et pour échanger avec des collègues qui travaillent dans le privé, on s'aperçoit aujourd'hui que le ressenti, c'est que les personnes travaillaient plus en télétravail chez eux par rapport à la gestion d'horaire qu'autrement. Mais voilà un petit peu ce qu'on a fait, nous, concernant les personnes qui étaient à l'extérieur. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit M. Régis Doron concernant la prise en charge, les rencontres, les entretiens, etc. Certes, au départ, on avait cette appréhension, c'est-à-dire comment, une fois que la personne a été reconnue, était reconduite chez elle ou pas, le jour de la reprise, comment on faisait l'entretien. Mais le fait qu'on ait déjà bien en amont, avant que tout le monde valide un petit peu ce fonctionnement sur les addictions, les gens ont pris connaissance et nous, on prenait en compte, c'est le premier titre qu'on a mis, et c'est un mot qui était très fort pour nous, c'est la protection de l'agent. On parlait pas de, c'est le premier mot, on parle de protection de l'agent. Et à partir là, de la protection de l'agent, on peut décliner sur différents process, y compris, comme vous l'avez dit, les contrôles d'alcoolémie. Mais c'était toujours, si la personne l'acceptait, même si on a une police municipale, etc., c'est la personne qui l'acceptait. Il ne l'acceptait pas et qu'on pensait qu'il était… Bon, on ne le laissait pas prendre son véhicule, on ne le laissait pas non plus aller monter sur un engin de chantier ou autre. On le raccompagnait chez lui. Et bon, le lendemain, il revenait. Certes, il avait un entretien avec la DRH ou son supérieur hiérarchique, mais c'était dans le cadre de ce qui était écrit et ce qui est écrit dans le règlement intérieur. On n'est jamais arrivé, quand on a eu certains cas, à la sanction pure et dure, parce que bon, ça ne fait pas partie de mon ADN, certes, mais pas partie non plus de la sanction pour la sanction. Et je finirai sur un point, parce que qui dit alcool, ça ne nous a pas empêché, et que les moments de convivialité, même si on l'a vu dans la période sanitaire, qui était très difficile à gérer, nous, on a continué, après le premier confinement, lorsqu'on a eu un peu plus de souplesse, à animer, à faire des moments de convivialité. Les agents, au sein de la collectivité, à travers des départs en retraite, peu importe, médailles de travail, tout ce qu'on veut,
mais en respectant les règles qui sont prédéfinies. Et ça, c'est très positif. À partir du moment qu'on responsabilise l'agent, ben derrière, au niveau hiérarchie, il y a l'effet, on va dire, qui peut être sanctionnable ou autre, qui se reproduit derrière de manière très positive. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Okay. Je passe la parole à Pierre Ferrari qui, de Linette de la tête tout à l'heure, quand vous disiez que dans le public, on travaillait un peu moins que dans le privé. Il n'avait pas été complètement d'accord. Ça dépend peut-être aussi des statuts. C'est pas ce que j'ai dit, je retire. Mon rôle d'animateur, c'est de faire de l'animation aussi. Voilà. Donc, j'avais bien noté. D'abord, avec Monsieur Le Guérinec, ce qui a été dit sur le lien humain, c'est quelque chose de très très important. Et en effet, ce qui a été mis en place sur son territoire, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place. Et le numérique, ce n'est pas remplacer l'humain. En tout cas, dans la stratégie qui est la nôtre, c'est faire avec et pour l'humain. Donc ça, c'est quand même quelque chose de central de ce qui a été dit, et il faut vraiment l'affirmer dans nos stratégies numériques, et le droit à la déconnexion en fait partie. En effet, alors vous l'avez dit en souriant, mais c'est vrai que entre le public et le privé, finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de similitudes dans l'organisation du travail, et si aujourd'hui il y a une loi de droit à la déconnexion qui s'adapte, enfin qui est fait pour le privé, pas pour le public, c'est uniquement pour des raisons justement de service public. Et les collectivités ont un devoir de service public concernant leur population. C'est pour ça que le droit à la déconnexion n'a pas été intégré pour le service public. Mais vraiment, en termes d'organisation de travail aujourd'hui, de plus en plus, fonctionnaires ou pas fonctionnaires, d'ailleurs, au passage, il y a de plus en plus de contrats à durée déterminée dans les collectivités territoriales, mais il y a un rythme de plus en plus soutenu. L'une des réponses, au-delà de l'aspect management, et je partage complètement ce qui a été dit, les managers ont une responsabilité à prendre dans ce droit à la déconnexion, notamment face aux écrans, mais pas que. Les employeurs, de manière générale, aujourd'hui, ont une vraie responsabilité. Il y a l'aspect sensibilisation, notamment expliquer aux agents qui sont constamment connectés, qui sont forcément moins créatifs, moins innovants. Il faut trouver également une organisation de travail, on l'a dit tout à l'heure, mais qui permette de couper les communications numériques. Alors, ce n'est pas fait encore à Arras, mais moi, je milite pour que ce soit le cas, mais notamment entre 18h et 8h du matin. Peut-être offrir des jours de congé, bien-être, essayer de mettre en place une vraie bienveillance, un vrai lien humain dans la collectivité pour compenser cet aspect numérique. Et puis, ça a été dit également, et je partage complètement, mais c'est changer la culture du travail aujourd'hui dans nos collectivités. On parlait, alors je vais revenir sur l'alcool. Merci Pierre Ferrari. L'année dernière, au mois de juillet, nous organisions avec l'association des directeurs généraux des collectivités locales, que je salue, qui est notre partenaire à différents moments, la DGCF. Et le président de l'époque, M. Courtoul, nous disait qu'il y a quand même un truc particulier dans les collectivités par rapport à des entreprises, c'est la place des élus. Hein, la place des élus. Alors, si en plus, c'est une collectivité locale qui est dans une zone où l'exploitation viticole représente une part importante de l'activité économique et des électeurs et des influences, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Alors, il n'y a pas beaucoup de vitis en Bretagne, pas encore, même si le réchauffement climatique va aider dans les activités, même du champagne dans le Kent maintenant, en Angleterre. Mais quand même, aujourd'hui, les élus dans les campagnes, on va faire des pots, on va boire, etc. Il y a quand même un travail aussi à faire du côté des élus, me semble-t-il, sur ce sujet. Et ce n'est pas facile d'en parler. Ce n'est pas facile de dire. Je sais que la loi E20, dans certains coins de France, n'a pas été très appréciée parce que c'était vu comme une loi scélérate qui empêchait de consommer de l'alcool et donc de développer l'activité économique du tissu local. Voilà. Donc, Régis, est-ce que vous avez constaté ce problème-là, ce sujet-là? Je donnerai la parole à Pierre ensuite et éventuellement à Pierre, même si les vignes à Arras ne sont pas très connues encore. Régis. Ah oui, enfin j'ai des anecdotes sur le sujet, mais je ne vais pas passer, je vais pas tout vous les raconter. Mais j'ai eu l'occasion, par exemple, de travailler avec une ville qui, on va dire, qui est dans un vignoble qui est plutôt proche de notre région, mais je ne vais pas vous dire où est ma région, comme ça me permettra de ne pas dire la ville. Et oui, le plus gros travail, c'était d'abord le conseil municipal, en fait. Mais alors je dirais c'est presque comme tout projet. De toute façon, si c'est pas porté au plus haut niveau de la structure, de toute façon le projet il part déjà pas très bien. Mais là effectivement sur un sujet autour de l'alcool, le premier travail c'était vraiment d'expliquer aux élus qu'on n'était pas là dans un combat contre l'alcool en fait.
contre le produit. On n'était pas dans un combat contre le produit, on était plutôt sur les conséquences et apprendre à gérer les consommations dans le cadre du travail. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train d'aller dire qu'on allait faire de la communication pour dire qu'il ne faut pas consommer du vin. On allait plutôt faire de la communication, si on est uniquement sur les communications, sur comment, quelles sont les conséquences de la consommation au travail et pour rendre les gens responsables de leur consommation. Donc, c'était vraiment, dans un premier temps, rassurer les élus. Mais il est vrai que c'était quand même compliqué. C'était compliqué d'aller beaucoup plus loin. Alors, j'ai une autre anecdote aussi avec un des élus qui étaient tous convaincus sur un bureau municipal et puis qui ensuite m'ont invité dans leur cave. Donc là aussi, ça peut montrer qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais oui, le premier pas, de toute façon, c'est vraiment rassurer aussi ces élus-là. Enfin, de dire qu'on n'est pas là pour faire la chasse au vin, qu'on est là sur la molécule alcool, en fait, et que la molécule alcool, eh bien, elle est dans le vin, ok, mais elle n'est pas que dans le vin, quoi. Et que notre sujet, c'est vraiment de responsabiliser les gens et de faire en sorte, Monsieur Le Guérinec parlait de protection des personnes, hein, enfin, c'est mettre en sécurité les personnes, et on n'est pas là pour dire le vin, c'est pas ça qu'il faut, quoi. Pierrick, est-ce que le cidre, le chouchen et accessoirement le vin et le champagne sont proscrits dans les repas des élus, les cocktails des élus en Bretagne, dans le Finistère? Voilà, j'allume le son. Non, rien. Comme j'ai dit tout à l'heure, le but de l'opération, ce n'est pas de proscrire quelque chose, que ce soit pour les élus, comme, par rapport au moment de convivialité, par rapport aux agents. C'est, comme vient de le dire M. Dehaut, c'est qu'à un moment donné, c'est de responsabiliser les personnes. C'est vrai que les moments de convivialité pour les élus, à travers, on va dire, l'après-conseil municipal, le moment de convivialité est quand même très important. L'autre, avec le Covid, vu qu'on l'avait interdit, suspendu au sein de la collectivité, on l'a suspendu nous également, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a mis en place un protocole sur l'alcool au sein de notre collectivité qu'on s'interdit et qu'on interdit aux agents, on va dire, de consommer de l'alcool. Nous, dans notre règlement intérieur, c'est ce que j'étais en train de lire, on a autorisé de manière raisonnable le vin, la bière, le cidre, pendant les déjeuners de nos agents, à partir du moment où ça reste dans le raisonnable. À chaque personne d'être responsable. Et si aujourd'hui on serait arrivé à supprimer tout ça, je pense que tout le travail qu'on a fait en amont serait ressenti comme du négatif. C'est-à-dire qu'il y aurait, on va dire, une mesure pour les agents et une autre mesure pour les élus qui, eux, gèrent eux-mêmes, on va dire, leur peau ou autre. Donc pour nous, non, on n'a rien interdit du tout. On responsabilise et s'il y a des déviances, c'est pour ça que je l'ai dit, hein, on continue à faire des moments de convivialité avec nos agents. Par contre, si on voit, on le sait, que ça dérape, c'est sûr qu'à ce moment-là, on pourrait réduire, mais pas interdire. Hein. Nous, ce qu'on interdit, c'est, comment je peux expliquer ça, c'est d'introduire et de distribuer de l'alcool au sein de la collectivité. Mais ça ne veut pas dire que pour le déjeuner, une personne peut prendre un verre de vin, un verre de cidre, il ne peut pas. Par contre, on demande aussi, et ça, y compris, on est respectueux pour nous aussi, d'introduire, puisque ça, c'était une petite nouveauté, des boissons non alcoolisées, style eau, jus d'orange, pour que les personnes qui viennent à un pot, qui ne consomment pas obligatoirement de l'alcool, puissent trouver, à travers une consommation non alcoolisée, on va dire, ce qu'ils recherchent. Parce qu'avant, je rappelle, dans certains pots d'entreprises que j'ai connus, mais dans les collectivités, il n'y avait pas, peut-être un verre d'eau et encore, de boissons non alcoolisées. Donc la personne était, de fait, pour faire bien avec ses collègues de travail, consommer une bière ou n'importe ce qu'il y avait. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur le sujet. Merci. Alors, je ferai état, avant de donner la parole à Pierre Ferrari, du commentaire de Julie, dont je ne donne pas le nom, mais je suis tout à fait d'accord avec M. Trémoyer. Il est difficile de travailler avec des collègues élus qui ont de grosses addictions connues de tous, mais abordées par personne. C'est très compliqué d'en parler, hein, parce que ce que vous évoquez, c'est très compliqué d'en parler et dramatique de ne pas en parler. Par rapport aux collectivités que je connais un petit peu, et puis que les conseils municipaux, tout ça, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il y a le choix maintenant, on met à distribution les différentes boissons et tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une responsabilité, et même dans le cadre, je l'ai vu dans le conseil municipal, des gens qui repartent un petit peu inhibés. Et donc,
essaye, avec les élus, quand je les prends un à un, par exemple, quand on discute, ils sont tous d'accord pour faire de la, comment dirais-je, de la prévention et tout ça. Mais ça dépend des lieux, des endroits de France. Quand vous êtes dans le sud, ou sur la région bordelaise, est-ce que vous voulez la Bourgogne et tout, on n'a pas la même approche sur les problèmes d'addiction avec des élus qu'on l'a avec dans différentes régions. Et donc ça, c'est de la pédagogie aussi avec eux, comment dirais-je, et surtout ce que c'est de changer les comportements. C'est vis-à-vis des produits. Et donc, en général, le maire, les conseillers municipaux, dans le cadre des pots et tout ça aujourd'hui, essayent de prendre ça en compte. Et c'est pas facile parce que quand ils ont des grands-messes et tout ça, il y a des choses, mais il y a quand même des municipalités qui font aujourd'hui des conseils municipaux sans alcool. Le maire a décidé avec son conseil municipal pour montrer l'exemple au niveau de l'environnement des agents et tout ça, qu'il n'y a plus d'alcool au niveau des... Il n'y a plus d'alcool. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais j'en connais. Et donc ça aussi, mais c'est une approche différente. Et je suis d'accord aussi, on n'est pas là pour interdire ni rien, pour culpabiliser. Ça se fait ensemble, d'un commun accord. C'est vraiment des échanges et c'est important. Et vous avez des gens qui sont rébutés et à partir du moment où vous commencez à discuter là-dessus, ils y viennent parce qu'on explique aussi l'entourage, les dégâts collatéraux, les départs. Après, vous prenez une voiture, vous pouvez créer un accident. Enfin, vous connaissez tout ça. Je crois que c'est important. Alors, je ne sais pas si Pierre Ferrari connaît bien les questions d'alcool dans sa collectivité, parce que vous êtes vraiment spécialisé sur les addictions, hein, sur les écrans, vous l'avez signalé en préparant. Donc, vous pouvez répondre là-dessus, mais j'ai une question pour vous, Pierre Ferrari, sinon. Est-ce que ça veut dire que dans les réunions du conseil municipal, personne ne touche son smartphone pour consulter ses mails, ses SMS? Évidemment pas. Et d'ailleurs, c'est plutôt les élus hein, qui nous incitent, qui incitent la collectivité, les agents de la collectivité à travailler plus que de raison, en tout cas en dehors des horaires, hein, ceux qui impulsent le rythme. Et il y a un rythme très élevé dans nos collectivités aujourd'hui. Donc non, on n'en est pas là. Il y a un gros travail, c'était dit, de sensibilisation à mettre en œuvre auprès des élus, donc auprès des agents. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et on compte beaucoup sur ce droit à la déconnexion. De manière plus générale, au-delà des écrans, hein, c'est vrai que on travaille beaucoup sur la prévention avec nos jeunes dans le cadre du e-sport que j'évoquais tout à l'heure, de l'isolement notamment, de l'égalité homme-femme, de la malbouffe. Hein, ce sont des thématiques qui sont importantes chez nous. La mise en relation avec des professionnels de santé est quelque chose d'extrêmement positif. Il faut d'abord créer évidemment ce lien, ça c'est ce qu'on a mis en œuvre, mais depuis qu'on a intégré le centre hospitalier d'Arras, qu'on a intégré les services concernés, c'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à les rassembler, c'est beaucoup plus facile quand même d'aborder ces thématiques-là. Et c'est pour ça que le partage, le lien humain, ça reste ce qui est le plus efficace. Très bien. Alors, on a une question, merci, c'est très clair. On a une question de la part de Morgane Lambolet. Dans l'accompagnement au retour au travail, comment aborder l'approche avec l'équipe qui peut avoir développé des peurs, des reproches, etc. C'est un point important que Christian vous signaliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la prévention, bon, il y a toujours des cas, hein, on les accompagne, et puis c'est traité, c'est en voie de rémission, et puis les gens reviennent au travail. Oui. Là aussi, il y a un travail à faire avec le collectif, pas simplement l'individu, mais les gens autour. Comment concrètement vous faites aujourd'hui? Alors aujourd'hui, quand on a... Je vais prendre l'exemple à nouveau de l'agent qui part, qui a posé des problèmes au service, qui a pu faire des détournements. Voilà, il y a même des, comment dirais-je, il y a eu des déboires dans le service, dans des bureaux de poste, du vol d'argent. Enfin, cette personne, donc, on va la prendre en charge. Le premier travail, c'est d'orienter vers une structure, de le faire accepter avec lui qu'il a un problème de maladie et tout. Donc, nous, on va s'occuper de le prendre en charge à partir du moment où il a dit oui. S'il dit pas oui, après, il y a les services qui imposent des pompiers et tout ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va le prendre en charge. Une fois la personne a comment dirais-je, accepté, qu'est-ce qui va se passer après? Ça va poser des problèmes dans le service. Qu'est-ce qui est devenu cette personne? Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on accompagne le dirigeant pour faire une communication aussi à l'équipe et tout ça, de façon à dédramatiser la situation par rapport à un problème spécifique qu'il y a eu dans le bureau, dans le service ou dans les entités. Et donc, le rôle du manager, vous avez peut-être aussi des grosses structures comme des assistants sociaux, des agents de prévention, médecine du travail, et tout qui peuvent être impliqués. On travaille beaucoup à la Poste, hein, par exemple, c'est 300 AS et tout ça. C'est plus facile dans une grosse entreprise
dans une petite structure. Mais en tous les cas, on va travailler avec culture et on va faire une communication. Et par exemple, moi, je vais intervenir dans un service, on va expliquer toujours en accord avec la personne concernée, c'est-à-dire celle qui est partie en soins, qui a accepté, bon voilà, et je vais lui expliquer à lui, je vais lui dire voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela, on ne peut pas rester comme ça, il faut que je discute avec ton responsable, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, les managers, ce qu'ils demandent, c'est qu'ils vont appeler la structure, mais ils n'ont pas de réponse derrière, ils vont appeler des collègues. Donc, l'idée, c'est de communiquer au travers de lui de ce qui va se passer pour cette absence de maladie. C'est de discuter au travers de l'équipe. Voilà, vous avez un collègue ou une collègue qui est partie. Voilà. Je vais vous dire aujourd'hui, avec son accord, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. C'est une personne peut-être qui va partir 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, elle va être absente des services. Eh bien, on revient à peu près tous les mois ou un mois et demi pour empêcher que les gens disent n'importe quoi. On revient faire une communication au travers d'une réunion d'équipe et tout ça. On prend 5 minutes et on fait un point toujours en accord avec lui. Et on dédramatise. Et parce que cette personne qui l'a provoqué des arrêts de maladie, des suppressions de congés pour les collègues, de la souffrance pour certains, il y en a qui ne supportaient plus, ni rien. Et donc, moi, je vais revenir essayer d'expliquer. C'est pas facile de dire, vous allez retrouver. Et vous allez retrouver une personne qui va être différente quand elle va revenir. Si la personne qui est partie au moment où vous avez des problèmes et qui va revenir, c'est énorme. Et entre-temps, il y a la famille, l'entourage familial. On va travailler avec eux aussi pour préparer tout ça. Donc, il y a une phase de communication, et c'est ce qu'on explique, et c'est la force de la structure. On a plein d'exemples de réussite là-dessus, et ça permet de faire des actions de prévention, de sensibilisation en service, parce qu'il y a des endroits où il n'y a rien eu depuis un moment. Donc, on va saisir l'opportunité de faire des actions, de sensibiliser les gens. Et puis, là-dedans, il y a les managers on va soutenir le manager, parce que le reproche qui est fait, c'est que le manager, il ne fait rien. Il n'a rien fait, il a laissé couler. Et vous, est-ce que vous vous êtes posé des problèmes? Vous auriez pu intervenir et tout. Donc, on va coacher le manager, l'accompagner là-dessus pour lui dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul non plus, parce que lui, il est en souffrance aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, avec les ARS, avec les médecins qu'on en a et tout ça, on va faire tout ce travail, comment dirais-je, d'accompagnement et tout ça, vis-à-vis de la personne malade, vis-à-vis de la famille, mais vis-à-vis du milieu du travail. Et tout ça, j'entendais parler, je voudrais faire une petite… Par rapport aux éthylothèses, souvent dans les services, c'est demandé, on a le droit d'utiliser. Ben non, on n'a pas le droit d'utiliser les éthylothèses comme on veut, comme dans n'importe quelle circonstance. C'est défini dans le code du règlement intérieur, avec des postes de sécurité, des postes de travail qui demandent qu'il y ait un contrôle. Là, il n'y a pas de souci, c'est déterminé avec la médecine du travail et tout. Mais sinon, pour faire des éthylothèses, je dis toujours dans les services, j'appelle ça un cow-boy des fois, qui utilise ça, je dis c'est l'échec assuré de la prévention, de la sensibilisation pour des années. Et ça, c'est vérifié. Ça veut dire qu'un responsable qui fait ça, qui a cru bien faire, c'est une situation dramatique. Donc, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et moi, je suis très prudent là-dessus et je dis, ne l'utilisez pas. Vous avez d'autres moyens pour accompagner. Vous avez les entretiens annuels, vous avez les entretiens réguliers là-dessus. Vous pouvez évoquer, échanger. Et on va appuyer le manager là-dessus, l'accompagner et accompagner le salarié. Donc, c'est toute une démarche pédagogique et ça se passe bien, hein, quand c'est bien expliqué et tout ça. Mais je crois l'importance là-dessus, c'est d'appuyer le président, le directeur, le CODIR, de l'accompagner. Parce qu'il y a une chose qu'on nous dit, c'est que les agents de l'équipe, mais vous avez aussi beaucoup plus en haut dans la hiérarchie, des gens qui sont en souffrance, et vous en avez dans votre entourage, qui assument des lourdes responsabilités et qui derrière, il y a une catastrophe au niveau de leur famille et tout ça. Et donc, j'accompagne souvent ces gens-là aussi parce qu'ils ont le droit de l'aide aussi. C'est pas parce qu'il y a machin. Donc, c'est ce qu'on explique dans le cadre d'une intervention dans un CHS ou un truc comme ça, dire pourquoi il faut le faire. Et impliquer les organisations représentantes du personnel aussi qui sont importantes là-dedans, mais c'est tout un travail d'équipe. Donc, bon, je pourrais encore discuter, mais j'arrête. Mais c'est vrai que vous connaissez sûrement les gens qui sont là connaissent bien ça, mais c'est vrai qu'il y a un appel à faire par rapport à ces interventions. Je suis un peu long. Pardon. Non, c'est intéressant. Merci beaucoup. Philippe Charton, je vais vous poser une question. Il y a 35 000 communes en France. Toutes n'ont pas la capacité d'avoir les compétences pour la détection et l'accompagnement de ces sujets-là, même pour évaluer le problème. Comment aujourd'hui une petite collectivité qui pense à un élu, un directeur général des services, vers qui ils peuvent se tourner? Lorsque vous les couvrez, vous leur proposez des solutions d'assurance de personnes, est-ce que vous incluez des services là-dedans? Qu'est-ce que vous conseillez aux petites collectivités locales? Elles sont les plus nombreuses en France, on le sait.
Alors, je ne parle pas des métropoles ou des grandes intercos comme Arras, hein, mais qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce qu'elles se tournent vers vous, vers le centre départemental de gestion, le CDG, qui ont un rôle important, avec lequel vous avez travaillé, avec Dixio, vous avez travaillé. Que faut-il faire quand on est une petite collectivité et qu'on voudrait avoir au moins un état des lieux? Enfin, avant tout, hein, il n'y a pas de démarche préformatée. Il est certain que l'acteur centre de gestion pour les petites collectivités est l'acteur prégnant en termes de prévention. Et nous, on va, entre guillemets, accompagner la démarche d'accompagnement dédiée aux petites collectivités au sein du centre de gestion. C'est dans la majorité des cas comme ça se passe. Pour autant, toutes les collectivités peuvent se saisir du sujet à leur niveau sans nécessairement solliciter l'accompagnement du centre de gestion. Et on parlait de prévention tout à l'heure, même au travers d'utilisation d'outils simples, il n'y a pas nécessairement besoin de solliciter l'externe pour remédier à ces sujets très sensibles. Il y a des premiers outils de prévention, de collecte d'informations, d'enquête anonyme, ne serait-ce que déjà pour faire émerger les principaux problèmes et à partir de là, mener à bien des démarches qui peuvent là donner lieu à des dispositifs un peu plus importants et avec lesquels nous, on va y contribuer sous différents aspects, notamment sur l'aspect mutualisation des dispositifs, notamment au travers de soutien psy, quand on parle de soins entre guillemets individuels, de groupes de travail aussi, dans le cadre du maintien à l'emploi, du retour à l'emploi au travers des collectifs. Hein. Je revenais à la question de tout à l'heure sur les peurs du collectif quand la personne revient. La solution des petites collectivités, elle n'est pas unique, mais avant tout, c'est, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est un état d'esprit, un engagement de l'acteur, du premier acteur qui est la collectivité, les décideurs au sein des collectivités, et après, décliner ce genre de démarche. Le plus simple, le plus mutualisé, en général, c'est avec le centre de gestion. Et quand on va appuyer, entre guillemets, on trouve des solutions un peu plus importantes. Très bien. Alors, il nous reste 3 minutes. Hein. Les mots que j'ai entendus en tant qu'animateur et les idées clés, hein, me semble-t-il, quels que soient les sujets d'addiction, ils sont très nombreux et ils sont très évolutifs dans le temps, on le voit bien. Ça ne touche pas de la même manière des plus de 50 ans, des moins de 30 ans, évidemment. Hein. Les polyaddictions, je crois, le binge drinking, oui, on en a peu parlé, mais l'alcoolisation très pointue, très ponctuelle, mais avec des phénomènes intenses, d'intensité très forte, sont importants. Mais on a entendu, on ne peut pas traiter les addictions de la même manière chacune. Il y a quelques points, des points communs quand même, me semble-t-il, c'est l'implication du management, la sensibilisation, la non-stigmatisation. Personne ne prône plus l'abstinence complète aujourd'hui, que ce soit sur l'alcool ou les écrans. Heureusement, on répondra à ça. Voilà. Je crois que la question de la détection est très compliquée, mais on voit bien que la question du retour à l'emploi dans des conditions normales de température et de pression est importante également. La médiation par des tiers est également essentielle. L'articulation avec les arrêts de travail et donc la performance de l'organisation, la couverture sociale qui est en évolution dans la fonction publique territoriale, qui est très importante aussi. Et puis, je crois, comme le disait tout à l'heure Pierre Ferrari, une approche constructive où on essaie de trouver des leviers positifs qui permettent de faire évoluer les choses et les organisations. Et puis, il y a aussi cet effet du télétravail qui ne fait que le continuum entre la vie privée et la vie professionnelle, il est de plus en plus fort, que les distinctions d'hier qui masquaient le fait que les gens ils boivent au travail, mais ils boivent évidemment aussi à la maison, qui consomment de la drogue, ou qui jouent à la maison ou au travail. Finalement, la configuration du télétravail émergent va rendre les choses plus réalistes en la matière, me semble-t-il,
être obligé de traiter les deux sujets concomitamment parce On que a les préparé sujets des notes sont sur le concomitants. confinement. Voilà, il y a des notes qui ont été préparées par le président et son directeur, je crois. Oui, sur le confinement et tout ça. Donc moi, avant de donner la parole pour le mot de remerciement du président et de conclusion, Christian Trémoyer, il me reste à remercier les intervenants, Pierre Ferrari, directeur de la stratégie des transformations numériques de la ville d'Arras, Pierrick Le Guérinec, maire adjoint de Quimperlé, Philippe Charton, directeur de développement de Sofaxis Groupe Reliance, et Régis Douot, qui est directeur de management des risques de Sofaxis Groupe Reliance également. C'est très intéressant. En tant qu'animateur, c'était tout à fait agréable. Pierre Ferrari, on vous mettra en relation avec le président de la Fédération française des échecs, le nouveau, qui sera très intéressé par une rencontre avec vous. Voilà. Avec plaisir. Christian Trémoyer, je vous laisse le mot de la fin. Bon, écoute, moi, je voudrais vous remercier du fond du cœur de votre collaboration à ce premier webinaire d'Addictio avec Diagonal et vous dire combien j'ai été enchanté et ravi de pouvoir échanger avec vous. On voudrait dire plein de choses. J'aurais encore plein de choses à vous dire, mais très intéressant. Mais je suis à votre disposition, bien sûr, dans ce cadre-là. Mais vous remercier du fond du cœur pour votre participation et sans vouloir dévoiler, mais je crois que le prochain webinaire, il y en a un le 30 juin, c'est ça, hein, le 30 juin aussi, et il y aura d'autres thèmes d'aborder, je suppose. Mais en tous les cas, merci beaucoup, merci à vous, hein, merci pour tout et bonne fin de journée. Merci. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. Un replay sera disponible très prochainement. Merci, au revoir. Au revoir.